Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour continuer notre série où nous abordons des questions qui n'ont pas nécessairement été abordées directement dans les livres ou encore dans les adaptations cinématographiques des romans. Vous le savez, bien que l'œuvre de J.K. Rowling soit une œuvre particulièrement complète, efficace et qui révèle de très nombreux détails, il était absolument impossible de couvrir l'ensemble de l'œuvre et de traiter toutes les questions, sous peine évidemment de faire des romans de plus de 1000 pages ou des films de plus de 24 heures. Il reste donc pas mal de points à défroyer et aujourd'hui nous avons voulu vraiment nous poser une question qui nous semble franchement un peu capitale et qui nécessite quand même de revenir un petit peu dessus. En l'occurrence, nous avons souhaité revenir sur l'un des moments les plus importants de la saga, même l'un des moments fondateurs de la saga, qui est certes très bien couvert dans les écrits de J.K. Rowling, mais sur lequel les adaptations cinématographiques sont passées, à notre goût, un peu trop rapidement. La mort de Lily et James Potter est le fait générateur de l'ensemble du roman. La soirée du 31 octobre 1981 à Godric's Hollow est en quelque sorte l'épicentre d'une séquence sismologique qui va venir bouleverser l'ensemble de l'histoire du monde magique, car si elle met fin à la première guerre du monde des sorciers, elle va en réalité enclencher les événements qui conduiront, vous le savez de manière inéluctable, à la seconde guerre du monde des sorciers grâce au sacrifice de Lily et de James. En somme, vous l'aurez compris, c'est sur cet événement particulier que nous allons nous attarder, car se pose une question quand même qui nous taraude depuis un bon moment, à savoir, est-ce que la sécurité des Potter était suffisante? Si l'on peut convenir que la réponse arrive assez rapidement, malheureusement, compte tenu de la finalité, de la conclusion des événements de Godric's Hollow, il semble quand même pertinent de savoir pourquoi elle s'est montrée en réalité aussi défaillante, car c'est bien de cela en réalité dont il s'agit. La sécurité des Potter a été largement abordée dans le premier, dans le troisième ou encore dans le cinquième tome des aventures écrites par J.K. Rowling, mais pour le coup, la question ne s'est jamais vraiment posée de savoir pourquoi cette défaillance a pu véritablement exister. Alors, il serait légèrement faux de dire que personne ne s'est vraiment posé la question. On sait et on croit comprendre qu'Albus Dumbledore s'en est toujours voulu, comme Sirius Black ou encore Remus Lupin, de ne pas avoir réussi à protéger suffisamment bien leurs amis. Il y avait un véritable sentiment de culpabilité chez les uns et chez les autres qui n'était pas nécessairement partagé, pour les raisons que l'on connaît. Mais avant de parler éventuellement de tout cela, ce qui est surtout important, c'est de se poser la question de savoir en réalité comment cette bévue a pu être commise, tellement en réalité on peut mesurer en fait la pauvreté du système de sécurité mis en œuvre et par l'Ordre du Phénix et Albus Dumbledore autour d'une cible familiale pourtant qui était clairement identifiée. Si l'on se replonge dans le contexte pour le moins troublé de l'époque qui a vu se dérouler la première guerre du monde des sorciers, on peut considérer que tout opposant à Lord Voldemort constitue évidemment une cible de premier choix et, soyons honnêtes, une victime évidemment potentielle. Malheureusement, on sait que nombre de ces opposants ont dû faire face aux attaques des Mange-Morts ou du Seigneur des Ténèbres lui-même. Fraîchement diplômés de Poudlard, Lily et James Potter vont commencer à construire leur famille, se marier, avoir un enfant, mais aussi à côté de cela, ils vont évidemment s'engager, vous le savez, au sein de l'Ordre du Phénix. Alors, on peut s'étonner peut-être du choix de deux jeunes adultes à peine sortis de l'adolescence de s'engager dans un mouvement de résistance qui représente globalement l'un des moyens les plus efficaces de se faire assassiner en plein vol, si on ose ce terme. C'est un sujet que nous avions abordé déjà dans plusieurs vidéos de manière un peu succincte, mais on oublie trop souvent le courage qu'il a fallu à cette génération de sorciers pour s'impliquer évidemment extrêmement jeunes dans une guerre qui représentait de très nombreux risques alors que tout aurait dû les pousser à vivre le plus loin des combats possibles pour élever leurs enfants ou construire évidemment leur famille. Si les Potter ont fait le choix de rejoindre très tôt l'Ordre du Phénix et le combat contre les forces du Seigneur des Ténèbres, on sait que d'autres familles, pourtant tout aussi bien sous tout rapport, ont fait un choix différent. Nous en avions évidemment notamment parlé dans plusieurs vidéos sur les membres de la famille Weasley par exemple, où nous vous disions justement que Molly et Arthur ne faisaient pas partie officiellement de l'Ordre du Phénix lors de la première guerre du monde des sorciers, car ils avaient fait un choix différent, celui d'élever et de protéger au mieux leur famille, ce qui n'empêchait pas évidemment les Weasley d'être de très farouches opposants à Lord Voldemort, vous le savez. Les périodes de guerre sont toujours des périodes difficiles, où les choix personnels sont souvent complexes à analyser mais aussi à trancher.
On entend souvent, si on transpose ce questionnement dans l'histoire du monde des Moldus, que tout le monde aurait été résistant lors de la Seconde Guerre mondiale. En réalité, les choses sont tout à fait différentes et ne sont pas nécessairement noires ou blanches. Chaque situation familiale, chaque contexte est différent. Cela ne veut pas pour autant dire que quelqu'un qui ne résiste pas activement épouse pour autant les thèses et l'idéologie de l'ennemi qui est en face. N'oublions jamais que l'immense majorité des gens demeurent silencieux car ils ont peur ou parce qu'ils n'ont pas le choix pour mille et une raisons qui parfois sont inentendables et qui parfois évidemment le sont. Dans le monde magique, c'est sensiblement en fait le même mécanisme. Si l'on prend la situation des Weasley, Arthur et Molly sont de jeunes parents qui ont déjà plusieurs enfants en bas âge et d'autres qui sont en route. Leur situation financière est, on le sait, précaire. La famille a déjà payé un lourd tribut avec la perte des deux frères de Molly qui étaient les combattants de l'Ordre du Phénix. Fallait-il véritablement consentir ou prendre le risque de consentir et de vivre d'autres sacrifices et donc de laisser des orphelins derrière eux? A priori, ils n'étaient pas de cet avis, ils n'y étaient pas prêts et ça peut s'entendre. Pour ce qui concerne Lily et James Potter, ils ont vu les choses vraisemblablement de manière tout à fait différente car on va dire que la temporalité de leur couple et de la construction de leur famille n'était absolument pas la même. À notre connaissance, quand ils se sont impliqués dans les activités de l'Ordre du Phénix, c'était bien avant la conception de Harry Potter. Pour ce qui est des missions menées par James et Lily Potter, elles n'ont été que très peu documentées, en dehors d'ailleurs d'une nouvelle écrite par J.K. Rowling et qui concerne en fait principalement James Potter. On peut imaginer qu'une fois enceinte, Lily Potter aura évidemment pris un peu de recul vis-à-vis d'activités risquant de la mettre en danger, elle ainsi que son enfant. On peut donc émettre la supposition qu'à partir de ce moment-là, c'est principalement James qui va poursuivre les missions pour l'Ordre du Phénix. On sait qu'il est souvent associé, et ce sera évidemment sans surprise pour qui que ce soit, à Sirius Black dans la poursuite des Mange-Morts et dans la protection du monde magique et donc aussi des Moldus. Alors, évidemment, James Potter, il se met en danger. Évidemment, les risques encourus pour lui et pour sa famille sont énormes, mais en fait pas plus que pour un autre membre de l'Ordre du Phénix ou même du ministère de la Magie qui aurait fait le choix de se battre contre les forces des ténèbres. Ce qui va venir en réalité tout changer sont des événements qui vont se dérouler bien loin de Godric Solo et qui n'impliqueront pas les Potter, en tout cas, vous l'aurez compris, dans un premier temps. Malgré le fait que l'adaptation cinématographique ne parle que très peu, trop peu d'ailleurs, de ce sujet, on se souvient de la première rencontre entre Albus Dumbledore, alors jeune directeur de Poudlard, jeune entre guillemets, et Sybil Trelawney qui postulait pour un poste, vous vous en souvenez, de professeur de divination. La suite de cette histoire, nous la connaissons tous globalement par cœur. Dumbledore reçoit Trelawney à la tête de Sanglier, sous le regard de son frère à Belfort, mais aussi sous le regard de Severus Rogue, qui se croit suffisamment malin pour jouer aux apprentis espions sans se faire repérer pour le compte, vous le savez, de Lord Voldemort. Ce jour-là, Sybil Trelawney est relativement égale à elle-même et ne montre absolument aucune disposition particulière pour l'art de la divination et fait face à un Albus Dumbledore qui, on ne peut plus dubitatif, sachant que la divination n'a jamais été sa tasse de thé, sans aucun jeu de mots évidemment, on va dire qu'il est dans une situation un peu étrange où il considère en fait comme opportun de supprimer tout bonnement cette matière dès que possible du programme d'enseignement à Poudlard afin de laisser peut-être plus de temps pour des matières un peu plus concrètes et un peu moins démuleuses de la magie. Seulement, on sait que ce sont dans ces moments-là que Sybil Trelawney, généralement, sait se dépasser bien malgré elle et qu'elle va donc déclamer la prophétie qui viendra tout changer. On sait qu'à Belfort, tout comme Dumbledore avait déjà repéré Rogue dès le départ comme étant un espion de Lord Voldemort. Rogue est donc expulsé manu militari par Belfort avant que ce dernier n'ait pu entendre l'entièreté de la prophétie. Dumbledore est donc le seul à avoir la prophétie de manière complète. Et cela vient changer tout le sens de cette dernière. Rogue, qui est parfois aussi bête que ses pieds, pardon mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, va rapporter la partie de la prophétie qu'il a entendue à son maître. En faisant cela, Rogue se rend à moitié compte qu'il va, d'un coup, sans autre forme de procès, mettre en danger la femme qu'il a toujours aimée et qui fut, pourtant, pendant bien longtemps, sa meilleure amie. En révélant à Lord Voldemort le fait qu'un enfant remettait en danger son plan de prise au contrôle du monde des sorciers, évidemment son principal objectif était de mettre terme à cette menace et donc d'assassiner cet enfant à venir. Le problème, c'est qu'il faut surtout identifier qui sera cet enfant. À ce moment-là de l'histoire, deux
familles candidates peuvent prétendre globalement à ce titre d'élu. Il y a évidemment le fils des Potter et celui des Londubat qui sont à naître. Le choix, et on en reparlera peut-être un jour, va se porter sur l'enfant des Potter. Voldemort n'ayant pas la seconde partie de la prophétie, forcément son choix est déterminant, mais là n'est pas le sujet encore de notre vidéo. Se rendant compte de son immense bêtise, Severus Rogue, vous le savez, va faire le choix de prévenir Albus Dumbledore que Voldemort a fait des Potter et de l'enfant à naître une cible prioritaire. Monnayant son ralliement de manière on ne peut plus piteuse, voire même pitoyable, contre l'échange d'une sécurité pour les Potter, dont Rogue en fait ne se souciait d'ailleurs aucunement en dehors de celle de Lily, on sait qu'à partir de ce moment-là, de toute façon, le sort des Potter était malheureusement fixé. Alors, on peut imaginer que Dumbledore n'avait pas fait part de la prophétie auparavant aux Potter et aux Londubat, ne sachant pas véritablement à quoi s'attendre, ni vers qui Voldemort se tournerait en réalité. L'information apportée par Severus Rogue, en fait, va évidemment venir répondre à cette problématique et donner un peu une certaine ligne à suivre à Albus Dumbledore. En l'occurrence, Dumbledore informe à la suite de cet échange avec Rogue les Potter de la situation. Alors, certaines mesures de protection d'urgence sont probablement prises et mises en place pour pallier en urgence aux impératifs de sécurité. Pourtant, ce qui va se passer relève quand même de quelque chose d'assez étonnant. C'est que malgré la menace absolument colossale qui pèse sur les Potter, en fait, rien ne va véritablement changer. Alors, on sait par l'intermédiaire d'une lettre de Lily Potter adressée à Sirius Black peu de temps après le premier anniversaire de Harry Potter, ce qui nous place dans une chronologie qui se déroule globalement entre le 31 juillet et le 31 octobre, que les Potter vont vivre dans un premier temps une sorte de confinement un peu à domicile. On aurait pu imaginer que les Potter seraient déplacés pour être mis en sécurité, ce qui est généralement le régime plus ou moins habituel dans ce type de situation. On le voit par exemple avec les Dursley dans les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort, mais au lieu de cela, les Potter restent là où il est le plus prévisible en fait de les trouver, c'est-à-dire à leur domicile. Il apparaît assez évident que ce sont les Potter qui ont préféré demeurer à leur domicile dans la maison familiale qui se trouve à Godric's Hollow depuis plusieurs générations. Compte tenu des écrits de Lily Potter, on comprend que leur participation aux activités de l'Ordre du Phénix a été mise entre parenthèses le temps, on va dire, que les choses se tassent. James Potter semble mal vivre cette situation d'enfermement qui est pour le coup rendue encore plus difficile par le fait qu'il sait que Sirius Black continue d'être, lui, sur le terrain. Les Potter vivent donc dans une forme de solitude. À aucun moment dans son courrier, Lily ne fait référence aux sortilèges utilisés pour assurer leur sécurité. Elle fait simplement allusion à la cape d'invisibilité de James qu'Albus Dumbledore a emprunté et garde toujours auprès de lui. De toute façon, la cape ne protégeant pas des bruits, le risque d'une sortie aurait été absolument réel et ça ne les aurait pas dissimulés, contrairement à ce que certaines théories peuvent prétendre, ça ne les aurait pas dissimulés pour le moins du monde contre finalement une attaque assez claire de Lord Voldemort. Donc ça, c'est le premier point. Alors, on sait que c'est Albus Dumbledore qui, faute de réussir à faire sortir les Potter de Godric's Hollow, proposera l'établissement du sortilège impliquant un gardien du secret. Ce sortilège, le sortilège de Fidelitas, est un sortilège particulièrement complexe et qui demande une très grande maîtrise des événements. Et surtout des enchantements. Sans rentrer dans les détails, puisque cela ne concerne pas exclusivement cette vidéo, le sortilège de Fidelitas consiste en fait à consigner un secret dans l'âme d'une personne. Une fois l'enchantement réalisé, le gardien ou la gardienne, qui est le réceptacle donc, du sortilège, devient par définition gardien du secret. Ce sortilège permet de dissimuler en fait à toute personne le secret de la localisation de ce que le gardien du secret est amené à dissimuler. En théorie, donc, ce sortilège aurait pu protéger la localisation de toute la famille Potter, ainsi que la localisation de la maison familiale. Personne ne peut révéler l'emplacement de la chose gardée en dehors du gardien des secrets. Là où le bas blesse, comme on dit, c'est que nous avons quand même une petite difficulté chronologique à bien comprendre quand les Potter finissent par se résoudre à emprunter cette voie pour assurer leur sécurité. Dans la lettre non datée et incomplète qu'Harry Potter trouve au 12 Square Grimmauld pendant les événements de Harry Potter et les Reliques de la Mort, on sait que les Potter continuent à recevoir à ce moment-là de la visite à leur domicile. Lily Potter cite notamment Peter Pettigrew, Bathilda Tour-de-Sac, qui a même participé à l'anniversaire de Harry Potter. Godric's Hollow n'est donc pas un hall de gare, mais il y a quand même du passage. La maison a sans doute été dissimulée dans un premier temps par de nombreux sortilèges, perpétrés probablement par Albus Dumbledore lui-même ou par les Potter.
On a le sentiment que le sortilège Fidelitas arrive donc quand même dans un second temps. On sait même que c'est bel et bien Albus Dumbledore qui va proposer cette solution et va même se porter volontaire pour être le gardien du secret. Alors, il ne semble pas tout à fait évident de deviner pourquoi les Potter ont refusé que Dumbledore endosse cette responsabilité. Sur le papier, Albus Dumbledore a toutes les qualités nécessaires pour être le parfait candidat à cette responsabilité. On sait que le Seigneur des Ténèbres craint Albus Dumbledore plus que tout et qu'il n'est pas suffisamment sûr de lui, en tout cas à cette époque, pour s'opposer de manière directe et frontale à un Albus Dumbledore contre qui il aurait probablement perdu son combat. Par ailleurs, Dumbledore, de par ses fonctions et de par l'étendue de ses pouvoirs, ne pouvait être qu'un candidat sûr et certain pour assurer en réalité la protection des Potter. Le refus de ces derniers est donc relativement étonnant et rien n'a vraiment été creusé outre mesure sur ce sujet en dehors du fait que les Potter avaient préféré prendre leurs amis comme gardiens du secret. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur les raisons qui ont pu amener Lily et James Potter à refuser la contribution d'un sorcier du talent et des capacités d'Albus Dumbledore pour choisir au final un de leurs amis. Si le roman ne comprend aucune réponse directe à cette interrogation, on peut cependant faire quelques suppositions qui ne peuvent cependant pas être considérées comme étant réelles et totalement affirmatives. Ce ne sont que des hypothèses de travail que nous vous soumettons dans cette vidéo. Première hypothèse, les Potter sont légèrement en froid contre Albus Dumbledore. Cela peut paraître étonnant d'établir ce genre de supposition, mais si on examine en réalité attentivement la situation, il existe tout de même quelques raisons pour que ce soit effectivement le cas et que ce ne soit pas choquant. Tout d'abord, Albus Dumbledore était au courant depuis un moment de la prophétie et n'a probablement pas informé les éventuelles cibles de manière immédiate, ce qui a pu mettre en danger les Potter et les Longubat durant un temps sans qu'ils ne soient au courant. La seconde partie de la prophétie ne s'étant pas encore accomplie, on ne peut que blâmer Dumbledore sur le plan moral éventuellement, mais cela ne va pas tellement plus loin, mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. La seconde raison, c'est que malgré tout ce que Rogue a pu causer comme dégâts, et notamment le fait qu'il ait rapporté la prophétie à Lord Voldemort, Dumbledore a fait le choix d'en faire un agent double. Alors, compte tenu de l'inimitié qui existait entre James Potter et Severus Rogue, on peut imaginer assez facilement la rancœur qui perdure. Lily est dans une situation peut-être un petit peu plus compliquée, elle a fréquenté Rogue pendant des années, a été sa meilleure amie et a compris que le personnage pouvait présenter certaines complexités un peu difficiles à surmonter et à surpasser. Ce qui peut se comprendre dans la logique de Lily, qui est une personnalité plus posée que son mari, elle sait qu'au fond de lui-même, Rogue avait quand même une certaine part d'humanité, et peut-être même pense-t-elle que cette part d'humanité continue encore à subsister quelque part. Cependant, elle doit quand même se poser de très nombreuses questions sur la manière dont Rogue a agi à l'encontre de sa famille et jusqu'à quel point il a agi en réalité pour sauver les Potter ou si c'était, pourquoi pas, dans son propre intérêt. Les événements qui se sont déroulés entre eux à Poudlard ont pu parfois être, vous le savez, heureux. Mais on sait qu'ils se sont terminés de manière absolument tragique après que Rogue ait, une fois de plus, dépassé les limites de l'acceptable en insultant celle qui était censée être sa meilleure amie. Bref, vous l'aurez compris, c'est compliqué comme histoire. Nous savons donc qu'il peut y avoir au moins deux griefs assez forts pour justifier ce choix. On pourrait même quelque part en rajouter en fait un troisième qui est peut-être un peu plus annexe mais peut quand même entrer en ligne de compte dans la décision des Potter. James et Lily Potter sont deux personnages importants de l'Ordre du Phénix qui ont tous deux défié à plusieurs reprises Lord Voldemort et ses Mange-Morts. Si Lily Potter s'est probablement éloignée des activités directes de l'Ordre pendant sa grossesse, puis pour s'occuper ensuite de Harry Potter, cela ne veut pas dire nécessairement qu'elle n'a pas continué à effectuer quelques missions pour l'Ordre. James, quant à lui, on le sait, a contribué activement au combat. Le fait d'en être désormais privé est quelque chose qu'il vit comme étant une sorte de privation de liberté et qu'il peut considérer comme étant quelque chose de parfaitement injuste. En plus de cela, Dumbledore, finalement, n'a jamais vraiment donné d'une part d'explication, et surtout, James Potter n'a jamais pu récupérer sa cape d'invisibilité, et pour cause, on imagine que Dumbledore avait un peu vu venir le truc auparavant. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du fait que les Potter pensent être aujourd'hui inutiles à l'ordre, cela peut constituer pourquoi pas un élément de réponse. Enfin, si on devait avancer une quatrième possibilité, qui pour le coup est là aussi une théorie un peu complète, même si on pourrait la discuter, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que Dumbledore a pu révéler aux Potter de l'entièreté de la prophétie. Mais il est fort possible que le rôle d'Harry aura été abordé. On peut penser qu'il est quand même difficile pour un couple de parents d'un enfant âgé de tout juste 1 an d'entendre des choses pareilles.
La réalité est parfois difficile à entendre, elle est parfois difficile à comprendre et elle est surtout parfois difficile à assimiler. On ne doute pas une seconde que les Potter comprennent que certaines choses peuvent les dépasser. Mais entendre le contenu intégral de la prophétie, impliquant donc la mort éventuelle de leur enfant, peut laisser des marques indélébiles. Nous pourrions probablement encore regarder d'autres raisons possibles au fait de refuser la proposition d'Albus Dumbledore. Mais ce qui nous semble assez clair, c'est que nous ne pouvons absolument pas dire de manière précise que la décision des Potter, bien que faillible, n'était pas fondée sur quelques éléments concrets si on se place de leur point de vue. On peut bien évidemment critiquer cette position et se dire que les Potter ont scellé eux-mêmes leur destin, et c'est parfaitement vrai. On ne sait pas comment Albus Dumbledore a réagi sur le moment. Mais quand on voit la place que ce dernier occupe dans l'œuvre de J.K. Rowling et la manière dont il agit, on sait que généralement il est un peu le champion du libre arbitre et laisse plutôt à ses interlocuteurs le choix. Alors parfois il va les manipuler, parfois il va les orienter, dirons-nous, mais à la toute fin, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est chacun doit se positionner en faisant un choix clair et affirmé. C'est donc vers leurs amis que les Potter vont se tourner. Le choix le plus naturel pour Lily et James réside évidemment dans la personnalité de Sirius Black. C'est le meilleur ami de toujours de James Potter, le parrain de leur fils, un combattant hors pair de l'Ordre du Phénix, qui s'est arraché à ses très nombreux déterminismes familiaux pour faire le choix du bien. Les Potter savent probablement que Dumbledore se pose parfois des questions sur Sirius Black. Après tout, son frère est un mange-mort et toute sa famille sont de fervents supporters des idées du Seigneur des Ténèbres. Nous n'allons pas nous appesantir sur la question. Mais si Dumbledore a fait part de ses doutes aux Potter, ils n'en tiendront pas, on le sait, en tout cas pour acquis, et on sait que les Potter continueront évidemment à fréquenter Sirius Black comme si de rien n'était. Cela ne veut pas non plus dire qu'il y a de la défiance qui s'installe vis-à-vis d'Albus Dumbledore. Attention, ce n'est absolument pas cela le sujet de la vidéo et c'est vraiment pas ce dont on parle. Là, le vrai sujet, en l'occurrence, c'est l'amitié qui existe entre les Potter et Sirius Black. Sirius Black n'a jamais montré aucun signe qui pourrait faire douter une seule seconde les Potter de la loyauté, de la fidélité et de l'amitié que ce dernier pouvait leur porter. Il n'y avait donc absolument aucune autre raison pour faire un choix qui aurait été un choix différent. Sirius Black, Lily et James le savaient. Tout le monde savait que James était prêt à mourir pour eux et pour son filleul. Il n'avait absolument aucun doute là-dessus. Combattant émérite, il était aussi de taille à résister parfaitement à ses assaillants, avec peut-être plus de force que d'autres, comme Rémus Lupin, dont on sait déjà que sa situation n'était pas simple et qu'il jouait les espions chez les loups-garous. Sur le papier, tout était donc écrit, tout était donc choisi, et tout aurait pu se dérouler et dû se dérouler selon le plan convenu. C'était sans compter évidemment la cruauté du destin qui parfois vient bousculer les plans bien établis, et au moment de réaliser le sortilège Fidelitas, Sirius Black a considéré qu'il existait peut-être une faille dans l'environnement des Potter et qu'il serait probablement pertinent de rajouter un dernier verrou de sécurité pour réussir à tromper l'ennemi. Évidemment, il était tout à fait partant pour endosser le rôle du gardien des secrets, ça pas de problème, et surtout ne pas s'en cacher pour attirer à lui l'ennemi. Mais Sirius Black considérait que même s'il était prêt à mourir pour ses amis et pour son filleul, il serait tout de même plus sécurisant pour les Potter qu'il ne soit pas le gardien du secret, et ceci pour une bonne raison que l'on a trop souvent tendance à mettre de côté. Alors, il s'agit d'une subtilité en fait du sortilège que nous ne découvrons que dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, mais quand le gardien du secret est amené à décéder, l'ensemble de ceux avec qui le gardien avait partagé le secret, sans qu'il ne puisse le répéter, deviennent chacun à leur tour gardiens du secret. En somme, si Sirius Black se faisait assassiner après une bonne vieille séance de torture, n'importe qui fréquentait encore les Potter à cette époque-là aurait pu dévoiler la localisation exacte au Seigneur des Ténèbres. C'est ainsi qu'il pense préférable que, secrètement, Peter Pettigrew soit le vrai gardien du secret. Pettigrew, on le sait, bien que membre de l'Ordre du Phénix, ne s'impliquait pas dans des combats de haute voltige, faute de capacité d'une part, et il était, comme d'habitude, plutôt uniquement un suiveur. Personne n'aurait pu être suffisamment dingue sur le papier pour deviner le plan de Sirius Black. Parce que c'est vrai que sur le papier, le plan de Sirius Black était absolument brillant et venait rattraper certaines bévues, comme le fait par exemple de laisser les Potter vivre chez eux alors qu'il y avait ce danger au-dessus de leur tête. Le problème, c'est que même si c'était parfait sur le papier, malheureusement, il fallait bien se rendre à l'évidence que dans la nature humaine réside souvent malheureusement la faille qui fait effondrer tout un château de cartes.
Car il faut tout de même bien dire les choses, la sécurité des Potter a été défaillante et ne tenait franchement sur pas grand-chose. Il y avait là-dedans probablement un sentiment louable de résistance et une volonté de ne pas céder à la peur, et on ne peut que se merveiller d'ailleurs et célébrer cette volonté de résister, mais derrière les sentiments que l'on peut louer se cache aussi une certaine forme d'inconscience et d'incompétence, non pas du danger, mais des conséquences que cette inconscience pouvait évidemment générer. En faisant des choix plus adaptés, les Potter auraient pu survivre, l'histoire était écrite mais pouvait changer. Après tout, toutes les prophéties ne se réalisent pas, on le sait, on le voit notamment dans les Animaux Fantastiques, cette prophétie n'était absolument pas obligée de se réaliser. Pour le coup, malheureusement, on sait que ce fut le cas. Alors, difficile d'imputer la responsabilité de ces failles à qui que ce soit, elle est en réalité collective. Ce qui demeure certain, c'est que la sécurité des Potter n'était absolument pas suffisante. Est-il possible d'échapper au Seigneur des Ténèbres? On est d'accord que c'est compliqué, mais cela démontre aussi que la question de défaire le Seigneur des Ténèbres à cette époque-là se posait déjà et que personne ne trouvait véritablement la solution au problème. Il serait intéressant, par exemple, de se poser la question dans une prochaine vidéo de comment aurait pu se terminer la guerre sans les événements de Godric Solo, mais cela c'est évidemment une autre histoire à laquelle nous finirons par arriver au fur et à mesure de nos vidéos. Donc vous l'aurez compris, une sécurité des Potter qui était extraordinairement défaillante, des erreurs qui ont été commises, le fait d'avoir mis Albus Dumbledore un petit peu de côté pour des raisons qui restent cependant obscures mais qui seraient vraiment intéressants d'explorer dans pourquoi pas l'adaptation en série télévisée qui permettra peut-être d'avoir le temps de se poser véritablement sur les événements qui ont précédé évidemment la mise en place du sortilège de Fidelitas. Bon, on a eu tout un melting pot en fait de différentes erreurs, de différentes approximations qui ont conduit évidemment à une sécurité qui a été totalement défaillante et au fait qu'on avait le sentiment en réalité que les Potter étaient bien seuls face au danger alors que pour le coup ils ne l'étaient pas, mais entre les mauvais choix des uns, les idées des autres, et ben malheureusement on s'est retrouvé dans une situation où finalement voilà, les choses se sont mal passées et ont mal tourné. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui, vous le savez, est à la base du roman, mais qui aurait pu peut-être, pourquoi pas, être évité. Mais ça, malheureusement, ce ne fut pas le cas. Mais sinon, il n'y avait pas d'histoire non plus. Donc, il fallait bien qu'il y ait un commencement quelque part. Donc, voilà, vous l'aurez compris, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-nous, vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des théories sur pourquoi la sécurité des Potter a été aussi défaillante? Dites-nous si vous êtes d'accord avec nos théories. Est-ce qu'il y en a certaines que vous préférez ou d'autres non? Et n'hésitez pas évidemment à nous le dire dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous encourager à continuer évidemment à créer du contenu. Et n'oubliez pas non plus aussi de vous abonner à la chaîne. Si vous nous rejoignez, vous verrez qu'il y a beaucoup de contenu puisqu'on dépasse allègrement les 450 vidéos et qu'on se dirige vers la 60e, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc c'est tout pour cette vidéo et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et évidemment plein de bonheur dans votre vie. À très bientôt.